Tout le monde connaît Frankenstein, cet étudiant scientifique qui s'est mis à assembler des morceaux de cadavres pour recréer la vie. Mais nous sommes beaucoup moins à connaître le nom de celle qui a écrit ce grand classique. Elle s'appelait Mary Shelley et voici l'histoire de sa vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les femmes écrivaient aussi. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte elle ? Déjà, tu vas te calmer parce que les femmes, elles ont jamais écrit avant le XXe siècle et l'arrivée de la romance. Et en plus, là, t'essaies de nous faire croire à tous, à des gens qui te regardent, que Frankenstein aurait été écrit par une femme. Ça va pas la tête. Eh bien si, Frankenstein ou le Prométhée moderne a bel et bien été écrit par une femme, elle s'appelait Mary Shelley, et je trouve ça triste qu'aujourd'hui si peu de personnes connaissent son nom, donc c'est pour ça que je fais cet épisode sur sa vie, pour qu'on apprenne à la connaître encore plus, pour ne jamais l'oublier. Donc comme je le disais avant d'être interrompue par moi-même, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Les femmes écrivaient aussi. Pour le dernier épisode, nous étions restés en France. Pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, nous n'avions pas bougé de pays. Enfin, l'histoire de ce podcast, il n'a que quelques mois seulement. Mais aujourd'hui, on repart de la France puisque Mary Shelley était anglaise, donc on repart en direction de Londres, comme lorsque nous avions fait l'épisode sur Virginia Woolf, et comme lorsque je suis allée vous montrer les maisons des écrivaines et poétesses anglaises. Maintenant que nous sommes rendus à Londres, c'est parti pour que je vous raconte l'histoire de Mary Shelley. Première partie, enfance et arrivée à l'âge adulte de Mary Shelley. Mary Shelley, elle est née le 30 août 1797 à Somerstown, qui était à l'époque un faubourg de Londres et qui est aujourd'hui Camden Town. Son nom de naissance était Mary Wollstonecraft Godwin. La mère de Mary Wollstonecraft, était une philosophe féministe. Elle était femme de lettres mais aussi maîtresse d'école. Elle est notamment connue pour avoir écrit le pamphlet contre la société patriarcale qui s'appelait « Défense des droits de la femme ». En voici une citation. « Les droits de la femme doivent être respectés, je demande haut et fort la justice pour une moitié de la race humaine ». Et avant d'épouser le père de Mary Shelley, elle avait déjà eu une fille avec Gilbert Imlay qui s'appelait Fanny Imlay. Mary Wollstonecraft épousera donc le philosophe, journaliste et romancier William Godwin en mars 1797, quelques mois avant la naissance de leur fille Mary. Et Mary Wollstonecraft mourra 11 jours après la naissance de sa fille qui sera plus tard connue sous le nom de Mary Shelley. C'est donc William Godwin qui devra s'occuper de Mary et de sa demi-sœur Fanny. Il demandera alors de l'aide à l'une des amies de sa sœur, Louisa Jones, pour qu'elle l'aide avec l'éducation des deux filles. Louisa sera une véritable figure maternelle pour Mary durant les 3 premières années de sa vie. 1 an après la mort de sa femme, William publiera un ouvrage qui fera scandale. Il était appelé « Mémoire de l'auteur de défense des droits de la femme ». Dans ce livre seront révélées les liaisons de Mary Wollstonecraft et l'existence de sa fille illégitime. En 1801, William, étant endetté et doutant de pouvoir subvenir seul aux besoins de ses filles, décide de se remarier. Il épouse donc Mary Jane Clermont, qui est déjà mère de 2 enfants, Charles et Claire. Mary, qui jusqu'ici avait vécu une petite enfance heureuse malgré le décès de sa mère, détesta sa belle-mère. En effet, celle-ci préférait s'occuper de ses propres enfants, laissant la petite orpheline à l'écart. Les nouveaux mariés décident alors d'ouvrir leur propre maison d'édition, M.G. Godwin. Ils y publient des livres pour enfants ainsi que de la papeterie, mais les affaires ne sont pas bonnes. En 1809, William risque la prison pour dette, tandis que son entreprise est en faillite. Des admirateurs de ses écritures décident alors de le sauver en lui prêtant de l'argent. C'est d'ailleurs William qui assure une grande partie de l'instruction de Mary. Il reconnaît cependant ne pas élever ses enfants avec les convictions de sa première femme et ce qu'elle exposait dans Défense des droits de la femme. Cependant, Mary reçoit une éducation rare pour les jeunes filles de son époque. Elle lit les livres écrits par son père sur l'histoire grecque et romaine, elle a un professeur particulier et une gouvernante. En 1811, elle passera 6 mois en pension à Ramsgate, au nord du comté de Kent. William dira de Mary qu'elle est particulièrement audacieuse, quelque peu tyrannique et ayant l'esprit vif. Malgré cette enfance, rythmée par l'apprentissage, l'étude et les sorties éducatives, Mary ressentira toujours le manque de sa mère qu'elle n'a pas connue. Cette mort, arrivée lors de ses premiers jours de vie, la bouleversera durant toutes ces années. En 1812, William envoie Mary pour un séjour en Écosse, près de Dundee, chez des amis. Il leur écrira, en leur laissant sa fille, « Je veux qu'elle soit élevée comme une philosophe ». Mary se plaît tellement dans cette maison et avec ses 4 autres jeunes filles qu'elle y retournera en 1813 pour 10 mois. Plus tard, elle se rappellera avoir écrit là-bas, ou plutôt avoir commencé à écrire là-bas.
Elle dira « J'écrivais alors, mais avec un style très quelconque. Ce fut sous ces arbres du domaine de notre maison ou sur les flancs désolés des montagnes toutes proches que mes œuvres véritables, le vol aérien de mon imagination naquirent et furent nourries. » C'est donc dans la campagne écossaise que Mary Godwin commença à écrire et à être inspirée. Et entre ces deux séjours en Écosse, Mary avait fait la rencontre du grand poète britannique Percy Shelley. Percy Shelley, qui était né dans l'aristocratie anglaise, aidait le père de Mary avec ses dettes. Mais c'est à ce moment-ci qu'il s'éloigna de sa riche famille. En effet, il voulait partager la richesse de sa famille avec les plus défavorisés, mais celle-ci refusait et laissa donc Percy. Celui-ci dut donc annoncer à William qu'il ne pouvait pas payer toutes ses dettes. Le père de Mary s'énerva face à cette annonce et se sentit trahi. Et c'est à ce moment-là que Percy et Mary décident de se retrouver régulièrement en secret au cimetière de Saint-Pancras, à côté de la tombe de la mère de Mary. Ils tombent rapidement amoureux, elle a 17 ans, lui en a 22. Mais William Godwin désapprouve cette relation, il refusera que sa fille se marie à Percy alors que celui-ci partage les idéaux de sa jeunesse. En 1814, le couple fuit en France, emmenant Claire, la fille de la belle-mère de Mary, et laissant la femme enceinte de Percy à Londres. En France, ils voyagent jusqu'en Suisse, à dos d'âne, de mule ou encore en calèche. Ils lisent les ouvrages de la mère de Mary et partagent leur lecture. Mary écrira « C'était comme de vivre dans un roman ». Quelques mois plus tard, le manque d'argent les oblige à rentrer en Angleterre. À son retour, Mary est démunie, son père ne veut plus la voir, elle n'a pas d'argent et se retrouve enceinte. Avec Claire, ils emménagent et déménagent d'appartement en appartement tous les trois. Ils lisent et écrivent et Percy doit quitter les appartements de temps en temps pour fuir les créanciers. Lors de ces séparations, Mary et lui échangent de nombreuses lettres. Fin 1814, la femme de Percy donne naissance à son enfant, ce qui procure une immense joie chez Percy. Mary, quant à elle, accouche de sa fille le 22 février 1815. Elle est prématurée de 2 mois et mourra quelques jours plus tard. Mary écrira « Mon bébé est mort. Je me suis réveillée pour le faire téter, il semblait dormir si calmement que je n'ai pas voulu le réveiller. Il était déjà mort. » Mais nous ne nous en sommes rendus compte qu'au matin. Une dépression violente touche alors Mary durant l'hiver et le printemps de cette année-là. L'été arrivé, elle retombe enceinte et se rétablit doucement. Les visions du bébé qui la hantaient depuis des mois finissent par disparaître. Le journal intime de cette époque de Mary ayant été perdu, nous ne savons que peu de choses sur la fin de l'année 1815 et le début de l'année 1816. Nous savons tout de même que les finances du couple s'améliorèrent drastiquement lorsque Percy hérita de son grand-père. Mary et Percy en profitèrent pour partir en vacances à Torquay puis à Bishopgate. Percy y écrira son poème reconnu Alastor. Et Mary y donnera naissance à son deuxième enfant, à William, qu'il surnomme Will Mouse, le 24 janvier 1816. En 1816, Mary, Percy, William et Claire partent rejoindre le poète Lord Byron en Suisse, au bord du lac Léman. À cette période, Claire était d'ailleurs enceinte de Lord Byron. Lors de ce séjour en Suisse, Mary se fait appeler Madame Shelley et ils passent leur journée à lire et écrire au bord du lac. Mary écrira « Ce fut un été humide et rigoureux, la pluie incessante nous confinait des jours entiers à l'intérieur de la maison. Ils font également du bateau et passent leur nuit à discuter. Ils parlent de poésie, de philosophie, mais aussi d'Erasmus Darwin, qui aurait, selon les dires, réanimé de la matière morte. Durant des nuits entières, ils parlent donc de la probabilité de ramener des cadavres à la vie. Après avoir discuté, les amis s'amusent en se lisant des histoires de fantômes allemandes, ce qui donne une idée à Lord Byron. Ils donnent le défi à chacun d'entre eux d'écrire leur propre histoire de fantôme. Mary se lance alors dans l'écriture de Frankenstein. Deuxième partie. Mary Shelley et l'écriture de Frankenstein. Mary pensait commencer l'écriture d'une courte nouvelle, mais elle se retrouva transportée dans l'histoire de ce monstre et du docteur Frankenstein. Elle écrira à propos de cette inspiration soudaine « Je vis l'étudiant blême des arts impies s'agenouiller à côté de la chose qu'il avait créée. Je vis le fantasme hideux d'un homme se lever. Puis, par le travail de quelques machines puissantes, montrer des signes de vie et bouger en un mouvement malaisé et à moitié vivant. Il faut que cela soit effrayant, car l'effet de toute entreprise humaine se moquant du mécanisme admirable du créateur du monde ne saurait qu'être effrayant au plus haut point. » À ce moment-là, Percy encourage énormément Mary dans son écriture jusqu'à ce qu'elle termine son manuscrit. Mary Shelley avait seulement 18 ans lors de l'écriture du roman. Roman qui sera publié 2 ans plus tard en 1818 anonymement avec le titre Frankenstein ou le Prométhée moderne, en voici l'histoire.
Victor Frankenstein est un jeune scientifique passionné par les mystères de la vie. Il finit par réussir à créer un être vivant à partir des morceaux de cadavres récupérés. Mais lorsque la créature prend vie, Victor est terrifié par ce qu'il a créé et fuit sa propre création. Seul et rejeté, le monstre qui a commencé sa vie dans l'innocence et la solitude finit par devenir amer. Il veut se venger de Victor et lui faire une demande. L'écriture de Mary Shelley pour ce roman est très poétique, très descriptive et mélange les genres. Les genres romantiques et fantastiques avec une ambiance sombre et angoissante tout du long du roman, tandis qu'à chaque page tournée, nous sentons une certaine tension monter. Ce livre, lorsqu'on le lit, engendre beaucoup de questionnements. Que ce soit sur la solitude, la nature, le pouvoir humain, la responsabilité du créateur face à sa création ou encore les limites de la science et jusqu'où il est acceptable d'aller en son nom. Ce qui est assez impressionnant dans ce livre rattaché au genre fantastique, c'est que l'écriture de Mary Shelley ancre le récit dans la rationalité, jusqu'à l'emmener dans le réel. Je vous propose maintenant de vous lire quelques-unes de mes phrases préférées du livre Frankenstein ou le Prométhée moderne. Il y a déjà cette phrase, qui est celle à laquelle je pense lorsque je repense à ma lecture de Frankenstein. L'angoisse et le désespoir avaient atteint mon cœur au plus profond. J'étais porteur d'un enfer dont rien ne pouvait éteindre les flammes. Il y a également cette phrase qui m'avait beaucoup touchée. J'étais bienveillant et bon. Le malheur a fait de moi un diable. Rends-moi heureux. Et je serai dorénavant vertueux. Plus je repense au livre là et plus je me rends compte que ce qui m'a le plus touchée, c'était le vécu de la créature. Donc il y a aussi cette phrase que j'ai beaucoup appréciée. Ah, si seulement j'étais restée à tout jamais dans la forêt de mes origines avec pour seule connaissance et seul sentiment les sensations de faim, de soif et de chaleur. Et au-delà d'être un livre fantastique qui fait peur, etc., c'est aussi une très très belle réflexion philosophique sur la vie, j'ai trouvé. On termine avec cette phrase. Toutes mes spéculations et tous mes espoirs se voient réduits à néant. Et, tel l'archange qui aspirait à la toute-puissance, me voici enchaîné à un enfer éternel. Voilà pour mes phrases préférées, les phrases que j'ai soulignées lors de ma lecture de Frankenstein. Et comme vous venez sûrement de le remarquer, lors de ma lecture de ces citations, dans ce livre, il y a un rapport au feu, et moi j'ai trouvé ce rapport au feu très intéressant, ce rapport qui revient de temps en temps. Frankenstein ou le Prométhée moderne, c'est un classique qui m'a profondément marqué. Je n'oublierai jamais le récit de la créature, son vécu et ses premiers mois d'existence dans la forêt, c'est un livre à lire dans sa vie. Maintenant, reprenons l'histoire du livre Frankenstein. Non pas le récit que raconte le livre, mais le récit du livre lui-même. À sa sortie, Frankenstein est directement classé comme roman gothique et seulement 500 exemplaires en sont imprimés. Mais le roman attire rapidement l'attention. L'histoire d'un homme qui crée la vie à partir de cadavres, ça intrigue. Beaucoup à cette époque-là, à la sortie du livre, pensent alors que c'est Percy qui l'a écrit, parce que c'est notamment lui qui avait rédigé la préface. Au début, les critiques saluent l'originalité du roman, mais sont tout de même choqués et dérangés par l'histoire. Et en 1823, lors de la publication de la seconde édition du livre, le nom de Mary Shelley apparaît pour la première fois sur la couverture. Et alors cette révélation, le fait que le livre ait été écrit par une jeune femme de cet âge, attire de nouveaux lecteurs. Le roman a alors connu un immense succès ainsi qu'énormément d'adaptations. D'abord au théâtre dans les années 1820, puis au cinéma dans le siècle suivant. Aujourd'hui, le roman est considéré comme le classique fondateur de la science-fiction. Il est un pilier de la littérature mondiale. Et aujourd'hui, beaucoup pensent encore que Frankenstein est le nom du monstre et non de son créateur. Mais ça, honnêtement, qu'on confonde le docteur Frankenstein et la créature, je m'en fiche. Ce qui m'importe, moi, tout ce que je veux en fait, tout ce que je souhaite, moi, c'est qu'en évoquant Frankenstein, au lieu de penser directement au monstre vert, pas du tout fidèle au roman, les gens pensent désormais directement à son autrice, Mary Shelley, et ce nom qu'on se doit de ne jamais oublier. Tout le monde devrait connaître le nom de l'écrivaine de Frankenstein. Troisième partie, la vie de Mary Shelley. Bien plus tard, Marie considérera que cet été en Suisse fut le moment où elle sortit de l'enfance pour entrer dans la vie. À leur retour en Angleterre, Marie et Percy se marient le 30 décembre 1816. Mais les circonstances du mariage sont loin d'être heureuses. En effet, la demi-sœur de Marie, Fanny, se suicide dans une chambre d'hôtel à Swansea. 2 mois plus tard, le 10 décembre 1816, la femme de Percy est retrouvée noyée dans la Serpentine, qui est proche d'Hyde Park à Londres. Les 2 suicides rapprochés sont alors étouffés. Et Percy peine à récupérer la garde de ses enfants. Son avocat lui conseille alors de se marier. Marie et lui se marient donc fin décembre. En janvier de l'année suivante, Claire met au monde sa fille à elle et Lord Byron, qui s'appelle Allegra. En mars, c'est officiel,
Malgré le mariage, Percy est déclaré inapte à assurer la garde de ses enfants. Ils décident alors tous, donc Claire avec Allegra, Marie, Percy ainsi que leur fils, d'emménager ensemble. Le 2 septembre, Clara, le troisième enfant d'Ashely, vient au monde, tandis qu'ils continuent tous les deux d'écrire d'arrache-pied. En 1817 est publiée Histoire d'un circuit de 6 semaines, dans lequel Marie retrace leur voyage de 1814, complété avec des écrits rédigés en Suisse et le poème Mont-Blanc de Percy. Puis, en mars 1818, afin d'éviter la prison à Percy à cause de leurs dettes, mais aussi d'éviter qu'on leur retire la garde de leurs enfants, la famille, ainsi que Claire et Allegra quittent Londres pour l'Italie. Lord Byron prend alors la garde d'Allegra. Claire renonce alors à ses droits sur le bébé. Claire et les Shelley voyagent alors en Italie, ne restant jamais longtemps dans la même ville. Quelques mois plus tard, leur vie est bouleversée par la mort de leur fille Clara en septembre à Venise. 10 mois plus tard, la tragédie touche de nouveau la famille. William décède à Rome en juin 1819. À ce moment-là, Marie sombre et Percy lui écrira ce poème. « Ma chère Marie, pourquoi t'en es-tu allée? Et dans ce triste monde, seule m'as-tu laissée? Ton corps est bien ici, si charmant, mais tu as fui. Parti sur une triste route qui conduit à la demeure la plus obscure du chagrin. Pour ton propre bien, je ne peux pas te suivre, mais reviens pour le mien. » Dans ce poème, on peut y lire la détresse de Percy qui a alors perdu ses 2 enfants, mais qui a également l'impression d'avoir perdu sa femme. La mort de ses 2 enfants troublera Marie tout au long de sa vie. L'écriture sera son seul réconfort. Elle sortira tout de même quelque peu de cette dépression en novembre 1819 à la naissance de son 4e enfant, Percy Florence, qui est né, comme son nom l'indique, à Florence. Malgré ce chagrin et ce deuil, ces années passées en Italie inspireront énormément Mary Shelley. Elle y écrira Mathilda, un court roman dans lequel Mathilda retrace l'histoire de sa vie, sur son lit de mort. Le livre qui aborde l'inceste et le suicide ne sera publié qu'en 1959, bien des années après la mort de Marie. Elle y écrira également Valperga, un roman historique qui retrace la vie du despote Castruccio Castracani qui conquit la Florence. Elle y écrira également 2 pièces de théâtre, Midas et Proserpine. Marie est alors plongée dans l'écriture, mais également plusieurs phases dépressives qui viennent et qui s'en vont. Mais elle doit aussi faire face à sa propre jalousie lorsque Percy s'intéresse et a des liaisons avec d'autres femmes. À l'été 1822, Marie fait une fausse couche. Elle perd beaucoup de sang et frôle la mort. Percy la sauvera dans un bain d'eau glacée pour arrêter l'hémorragie. Ce geste sauve Marie, mais ne sauvera pas leur mariage. Durant cet été-là, Marie est affaiblie et Percy écrit des poèmes à d'autres femmes. Percy se passionne ensuite pour la voile et décide de faire une traversée en voilier. Il mourra en mer en juillet 1822. Son corps sera rejeté sur le rivage 10 jours après la tempête qui l'a tué. Après la mort de son mari, Marie doit se battre en justice contre le père de Percy qui veut la garde de Percy Florence. Elle écrit alors pour toucher de l'argent, mais ne doit en aucun cas publier d'œuvres biographiques sur Percy Shelley, sous peine de ne plus toucher l'allocation que le père de Percy donne à Percy Florence chaque année. En effet, le père de Percy refuse que la vie de son fils soit écrite. Et les allocations données chaque année à Percy Florence augmentent drastiquement lorsque l'enfant deviendra l'héritier de la famille. Après la mort de Percy, Mary Shelley vit des années difficiles, et elle décide alors de retourner à Londres pour se rapprocher de Jane Williams, dont elle est amoureuse. Mais celle-ci la décevra et Marie se plongera dans l'écriture de son roman Le Dernier Homme. Mary Shelley aidera ensuite ses amies Isabelle Robinson et son amoureuse Mary Diana Dodds à aller vivre en France. C'est d'ailleurs elle qui leur fournira de faux passeports pour qu'elles puissent vivre comme mari et femme en France. Marie réussira ensuite à se faire de l'argent en vendant les droits de Frankenstein pour une nouvelle édition et en aidant à faire publier les poèmes de Percy qui ont de plus en plus de succès. Elle dévoue également sa vie à son fils et les études de celui-ci. Elle déménage d'ailleurs à Harrow-on-the-Hill pour que Percy Florence puisse étudier à Harrow. Celui-ci poursuit ensuite ses études à Cambridge, mais ne manifestera jamais le talent pour l'écriture comme ses parents. Après ses études, Percy Florence retourne vivre avec sa mère. Lorsque le grand-père de celui-ci décède, ils sont, pour la première fois de leur vie, indépendants financièrement. En effet, ils héritent de la fortune Shelley. Puis, dans les années 1840, 3 maîtres chanteurs contactent Marie. Le premier prétend posséder des lettres qu'elle lui a écrites et menace de les publier. Le second prétend être le fils de Lord Byron et le troisième dit avoir écrit une biographie préjudiciable sur Percy Shelley. Marie et son fils paient la police pour gérer le premier, Marie achète les lettres au second mais refusera de payer le troisième. En 1848, Percy Florence épouse Jane Gibson St. John.
John. Elle et Mary s'entendent bien et s'apprécient énormément. Mary Shelley habite avec eux à Londres et les accompagne lors de leur voyage. Et 3 ans après son mariage, après plus de 10 ans à souffrir de migraines et de paralysie de certaines parties du corps, Mary décède. Mary Shelley a 53 ans lorsqu'elle s'éteint le 1er février 1851. Malgré sa demande d'être enterrée avec ses parents, Percy, Florence et Jane, jugeant l'état de la tombe épouvantable, décident de l'enterrer près de leur maison de Boscombe, à l'église Saint-Peter. 1 an après sa mort, Percy, Florence et Jane ouvrent le bureau de Mary. Ils y trouveront un carnet de notes qu'elle partageait avec son mari, une copie de son poème Adonais dont les pages sont entourées d'un tissu en soie contenant des cendres et des restes du cœur de Percy. Ils y trouveront également des boucles de cheveux de ses enfants décédés. Voilà tout ce que l'on sait de la vie de Mary Shelley. De cette écrivaine, je n'avais lu jusqu'ici que Frankenstein ou le Prométhée moderne, et écrire cette vidéo, parler de Mary Shelley, m'a donné envie de lire tous ses autres ouvrages. J'espère que cet épisode vous aura à vous aussi donné envie de lire ses œuvres, et si vous n'avez pas déjà lu Frankenstein, je vous recommande vivement de lire ce classique. Et tout ce que j'ai à vous dire pour la fin de cet épisode, c'est que j'espère qu'on n'oubliera jamais Mary Shelley. Je ferai tout pour ne jamais l'oublier et j'espère que vous en ferez de même. Je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode et j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura appris des choses sur la vie de Mary Shelley.